Maintenant, ce que nous allons voir, c'est les différentes structures de contrôle qui existent en Swift. OK? OK, le premier, on l'a vu souvent euh, lors des exemples, c'est le if. OK? Donc, en gros, c'est que le code suivant if est exécuté si la condition est true. OK? Deux particularités avec le if dans Swift, c'est qu'on n'a pas besoin de parenthèse, OK, après le if, OK? Je ne sais pas si vous vous rappelez, en C ou en JavaScript, il faut mettre une parenthèse ici, ce qui fait que le code est très difficile à lire, OK? Donc, on voit qu'en Swift, on n'a pas besoin de mettre la parenthèse, donc ça fait du code beaucoup plus facile à lire. Donc, ce que je fais ici, c'est que je regarde si la température est plus bas que 0. Donc, la condition ça vérifie que température est plus bas que 0. Dans ce cas-ci, température est égale à moins 10. Donc, ça, c'est vrai. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va imprimer cette ligne-là. Donc, ça va exécuter la ligne suivante et qui va imprimer le fait très froid. OK? Donc, notez qu'en Swift, les, les, euh, les brackets sont obligatoires après le if. OK? Donc, les parenthèses ne le sont pas, mais les brackets sont obligatoires. Donc, ça, c'est un gros changement par rapport à C ou par rapport à JavaScript, mais ça fait que le code est beaucoup plus facile à lire et que c'est beaucoup plus simple et ça évite beaucoup d'erreurs de programmation. Donc, les parenthèses ne sont pas obligatoires, mais les brackets le sont. OK? Donc, on voit ici, c'est un if dans sa fonction la plus simple. Donc, if je compare une variable avec 0. Si c'est vrai, j'exécute cette ligne-là qui va imprimer le fait très froid. Le else, lui, est exécuté si aucune condition n'est vraie. OK? Donc, on voit, par exemple, ici, j'assigne la température 20. Donc, je vérifie si la température est plus basse que 0, j'imprime il fait très froid. Else, donc, sinon, je vais imprimer il ne fait pas très froid. OK? Donc, ici, il va comparer cette valeur-là. Si ce n'est pas vrai, il va exécuter le else. Donc, ça va imprimer il ne fait pas très froid. Comme pour le if, les brackets sont obligatoires en Swift. OK? Je ne pourrais pas juste dire else println comme ça ne fonctionne pas. Okay? Ce qui aurait fonctionné en C ou en JavaScript, par exemple, quelque chose qui ressemble à ça, ça ne fonctionne pas. Les brackets sont obligatoires en Swift. Donc, OK, donc je vais réajouter les brackets. Et puis le code va fonctionner. OK? Obligatoire, même si les parenthèses ne le sont pas. Comme de raison, OK, on peut vérifier plusieurs conditions. OK? Dans ce cas-là, on va utiliser la construction else if. Okay, je vais la mettre sur la même ligne. Donc, en gros, ce que l'on peut faire, c'est utiliser la construction if température plus petit que 0. On imprime, il fait très froid. Par la suite, on peut vérifier quelque chose d'autre. Else if température plus grande ou égale à 30, il fait très chaud. OK, donc on vérifie ça ici. Par la suite, on vérifie ça. Si celui-là est vrai, on va imprimer ça. Sinon, si aucune de ces conditions-là n'est vraie, on va imprimer la valeur qui est dans le else. Par exemple, si je change ça pour 20, maintenant on va avoir, ça va imprimer ne fait pas très froid versus que si j'ai 40, ça va imprimer il fait très froid. Donc on peut utiliser le else if si on a besoin de vérifier plus d'une valeur. OK, donc ça c'est la première structure de contrôle. La deuxième, c'est le for-in. Le for-in permet d'exécuter des loops, OK, à travers le code, ce qui est très utile en programmation. OK, donc on a déjà vu pour des tableaux. On peut également utiliser à travers des séquences. OK, par exemple, on peut utiliser le 3 points. Ça nous permet d'itérer à travers une séquence, telle une tranche de numéros, les systèmes de tableaux, les caractères d'une chaîne dans une chaîne de caractères. Donc, par exemple, si je regarde ici, for i in 1 3.5, donc pour tous les chiffres entre 1 et 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, exécute le bout de code suivant. Donc, print, imprime, le chiffre multiplié par 5 est égal à i fois 5. OK, donc on va voir le résultat ici. OK, donc on voit les différentes valeurs. Donc, la première fois, i est égal à 1, deuxième fois est égal à 2, 3, 4 et finalement 5.
OK? Donc, ça permet de très rapidement là, écrire un loop de 1 à 5 de cette façon-là. OK? Sinon, si on avait, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, il aurait fallu utiliser un for traditionnel de ce type-là, qui est difficile à lire, OK, et contient de l'information pour rien, tandis qu'ici, c'est vraiment assez évident on va looper de 1 à 5, ou ça pourrait être une variable, par exemple. OK? Et ce que ça fait, c'est que ça imprime les différents résultats. Une chose qui est très intéressante avec Swift également, c'est que des fois, on n'aura pas besoin de la valeur pour chacune des itérations. Okay? Tout ce qu'on veut, c'est compter. Donc, vous pouvez imaginer si je suis en train de faire un exposant, donc 2, ici ce que je suis en train de faire, c'est 2 exposant 8 est égal à, dans mon cas, 256. OK, je veux calculer cette valeur-là. Donc, ce que ce loop-là, c'est que je fais, c'est que je calcule la valeur de X, OK, de Y, mais je n'ai pas vraiment besoin de mon index ici. Donc, on voit que l'index va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, OK, de 1 à 8, mais je n'ai pas besoin de cette valeur-là dans mon expression ici, parce que tout ce que je veux, c'est multiplier le résultat par 2, OK, 8 fois, parce que c'est un exposant. Donc, je peux utiliser le trait de soulignement, donc le underscore, juste pour dire à Swift, regarde, ignore l'index, j'en ai pas besoin. Fais juste rouler ce loop-là, OK, dans notre cas 8 fois, et on va multiplier la valeur de Y par X, OK. Donc, si on regarde le résultat ici, on peut voir ce qui s'est passé, OK. Donc, on voit la valeur à un certain niveau, ce qui se passe. Donc, on voit que ça passe de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Donc, on n'a pas vraiment besoin de l'index, donc 1 à 8. Donc, on va utiliser le underscore pour l'ignorer à ce niveau-là. OK. Okay. De façon similaire aussi, on peut itérer à travers un tableau. OK? Donc, ça, on l'a déjà vu, mais donc on avait créé nos items. Donc, on va aller voir le résultat ici. OK? Oups, désolé. OK, donc ce que l'on a, c'est qu'ici, c'est notre liste de villes. OK? Donc, en fait, notre liste d'épicerie. Donc, ce que ça fait, c'est qu'à l'aide d'un for in, on va looper à travers tous les items de notre liste. OK? Donc, for item in list. Donc, à chacune des itérations, la valeur actuelle est insérée dans une variable temporaire item. Et je peux imprimer l'item, donc lait au chocolat, céréales, pain, beurre. Donc, on peut utiliser un for in pour looper à travers un tableau, donc un array. On peut également utiliser le for in pour looper au travers un dictionnaire. Dans ce cas-ci, ce que ça fait, c'est que donc je passe à travers les items de mon dictionnaire, OK? Donc, et à chaque fois, le uplet ou le tuple est inséré dans la variable temporaire item. OK? Donc, on va encore regarder le résultat ici. Donc, ce que l'on voit, c'est que donc, ici, ce que j'imprime, c'est la valeur, mais je pourrais probablement imprimer la clé ici en changeant ça pour 0. Donc, ce que l'on voit, c'est que maintenant, on a la clé d'un dictionnaire où je pourrais probablement aussi créer une string si je veux voir les deux. Donc, on se rappelle que ce que l'on veut faire, on veut utiliser des guillemets, parenthèse. OK, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer la clé et la valeur de l'item, OK, pour mon loop. Donc,
Donc, pour chacune des itérations, je copie l'opplet ici dans la variable item et je peux imprimer la clé avec .0 et imprimer la valeur avec .1. Donc, Gatineau, MTL, Montréal, Ottawa, Ottawa. Okay. On se rappelle que dans le cas d'un tableau, ça va être en ordre, tandis qu'un dictionnaire, ça ne sera pas nécessairement en ordre puisque le dictionnaire n'a pas d'ordre. Okay. Finalement, on peut itérer à travers les caractères d'une chaîne de caractères de la même façon. Donc ici, ce que j'ai, c'est par exemple for C in bonjour. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va itérer à travers tous les caractères de la chaîne bonjour. OK? Et ça va imprimer le caractère. Donc si on regarde le résultat, OK? Ce que l'on voit, c'est que ça va imprimer à chacun des coups le caractère qui est mis dans la variable temporaire C. Okay? Donc, B-O-N, ainsi de suite. Okay. Finalement, on peut faire un for traditionnel, comme on voit dans les autres langages de programmation. Par contre, on en a un petit peu moins besoin, et ce qui est bien, donc ça fait que c'est beaucoup plus simple. Donc, si je veux faire un for traditionnel, je vais utiliser for vers i est égal à 0. On est obligé de définir que c'est une variable, ce qui n'est pas nécessairement le cas en JavaScript ou en C, OK? Donc, var i est égal à 0. Par la suite, dans la deuxième partie de l'expression, ça veut dire tant que i est plus petit que 5, et ici, i++ est exécuté à la fin de mon itération, OK? Donc, ce qu'on voit ici, on regarde le résultat. OK? Donc, la première fois, i est égal à 0, i est toujours plus petit que 5, j'incrémente i de 1, donc lors de la deuxième passe dans le loop, i est égal à 1, OK, plus petit que 5, et ainsi de suite. Et la dernière fois, OK, donc on incrémente i à 4, à 5, OK, à la fin du loop, ça revient. Est-ce que i est toujours plus petit que 5? Non, dans ce cas-là, le loop termine et on passe à la prochaine ligne d'exécution dans le code. Donc ça, c'est pour le loop for. Okay. Dans le langage Swift, on a également un while loop. Okay. Le while loop, c'est un petit peu différent. En gros, la façon que ça fonctionne, le while loop va continuer jusqu'à ce que la condition soit false. Donc, jusqu'à ce que la condition ne soit plus vraie. Okay. Donc, par exemple, ici, je vais utiliser une condition, OK, une variable condition qui est égale à true, OK. Et puis, ce que je vais faire, je vais looper, donc je vais exécuter ce bout de code-là ici, tant que condition est égale à false. Donc, ce que je fais, c'est que je vais imprimer la valeur de x et je vais l'incrémenter par la suite. Et puis, je vais vérifier si x est plus grand que 5. Je vais mettre la condition à false. Et puis, lors de la prochaine itération, le loop va voir que la condition est à false et n'entrera pas une dernière fois dans le loop et il va passer à la prochaine ligne de code. Donc, on va voir le résultat ici. OK. OK, donc on voit que la première fois, ça rentre x est égal à 0. OK, ça l'incrémente par la suite. Et la dernière fois, OK, donc ce que ça fait, lorsque j'arrive dans le loop pour une sixième fois, ce que ça fait, c'est que ça imprime x, donc ça imprime 5, ça l'incrémente de 1, donc x est maintenant égal à 6, et puis ça vient à la prochaine ligne, ça dit, est-ce que 6 est plus grand que 5? Oui. Donc ça rentre dans le f ici, et ça met la condition à false. Et le loop d'après, l'itération d'après, ça ne rentre pas parce que la condition est à false. Okay, donc, les while peuvent être intéressants à ce niveau-là lorsqu'on ne sait pas nécessairement sur combien d'items on doit looper. Le do while est différent, ok, c'est une variation du while loop, ok, mais ça s'assure que le code est exécuté au moins une fois. Ok, donc ça permet de s'assurer que le code ça va être exécuté au moins une fois parce que ça vérifie que la condition à la fin. OK? Donc ici, on a exactement le même bout de code, OK, écrit d'une façon différente. Donc, ce que l'on voit, c'est que, encore là, ça imprime X. Et la dernière fois
x est égal à 5, ça l'incrémente, et maintenant égal à 6, OK? La condition est false, et puis ça arrive ici, c'est false, et ça arrête une dernière fois. Ce qui est intéressant, c'est si je mets, par exemple, j'assigne x à 10, OK? Donc la condition n'est déjà pas vraie, OK? Mais ça va exécuter au moins une fois parce que c'est un do-while. Donc, ça va rentrer quand même dans le loop une fois. Ça va imprimer la valeur 10. Par la suite, ça va sortir immédiatement. Mais au moins, ça l'a itéré une fois parce que j'ai utilisé la construction do-while au lieu de la construction while. OK? Donc, ça, c'est la façon qu'on peut looper dans le langage Swift. Okay? Lorsqu'on a besoin de comparer une variable avec plusieurs valeurs, souvent utiliser un switch, utiliser un if, puis un else if, ça fonctionne pas très bien. Okay? Donc, ce que l'on veut faire, on veut peut-être transformer ça dans un switch qui est beaucoup plus facile à lire et beaucoup plus efficace. OK? Et puis, ce que l'on va faire, le switch, OK, la construction est quand même assez simple. OK? Donc, ce que l'on fait, par exemple, si j'ai assigné 11 à ma variable x, et je vais comparer 11 à plusieurs valeurs. OK? Donc, ici, je vais utiliser le switch x, et je vais utiliser la construction case 1. OK? Donc, si x est égal à 1, ça va imprimer x est égal à 1. Donc, par exemple, si je choisis ça ici, OK, ça va imprimer x est égal à 1. OK, parfait. Je peux, par exemple, utiliser le même principe pour 2, x est égal à 2. Donc, ça devrait imprimer x est égal à 2. On peut également utiliser le case pour comparer x à 2 ou 3 ou plusieurs valeurs. OK, donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais, par exemple, mettre 4. OK, donc, sur cette ligne-là, ce que je fais, c'est que je compare x à 3,4, donc les valeurs 3 ou 4. Je pourrais rajouter une autre valeur ici à la fin. Je peux comparer à plusieurs valeurs, donc c'est très utile à ce niveau-là. Je peux également comparer x à une tranche de valeurs. OK? Par exemple, si x ici, ce que ce cas-là fait, c'est que ça compare que x est entre 5 et 10. Donc, si je mets par exemple 5, donc ça inclut les variables 5 et 10. Donc, si c'est égal à 5, ça va utiliser ce cas-là. Je pourrais utiliser 7. Et puis, ça va quand même imprimer x étant 5 et 10. Et finalement, comme le if, il y a un else. OK? Donc, ici, ça s'appelle un default. OK? Donc, ça, c'est ce que ça va faire. Si aucun des cases n'est valide dans ce cas-là. Donc, x n'est pas un chiffre de 1 à 10, okay? Parce qu'il est différent, il n'a pas fonctionné pour aucun des cases. Okay? Une chose qui est très, très, très différente de C ou JavaScript ou d'autres langages de programmation, en C, par exemple, x est comparé à toutes les valeurs. Donc, même si x est égal à 1 et serait égal à un autre case un petit peu plus bas, les deux imprimeraient. Tandis qu'en Swift, dès qu'il frappe un cas où est-ce que c'est vrai, c'est exécuté et par la suite, c'est terminé. Okay? Donc ça, c'est une différence avec C, ce qui permet d'éviter des bugs où est-ce que une variable serait égale à deux valeurs du switch à ce niveau-là. Okay? L'autre chose qui est très, très, très intéressant, c'est qu'on peut utiliser le switch avec des tuples. OK? Donc, les uplets qu'on a vus dans le cours précédent. Par exemple, cet exemple, s'il détermine si un point est à l'origine, OK? Donc, imaginez que j'ai un axe des X et un axe des Y, ou à l'intérieur d'une boîte de 4 par 4 centrée à l'origine. Donc, qui monte de 2... imaginez la boîte, là, sur le X, ça peut aller jusqu'à 2, sur les Y jusqu'à 2, moins 2 et moins 2. OK? Donc, si je mets un point, OK? Là, par exemple, le point est égal à 1,2, je peux comparer à l'aide de mon switch que mon point est soit égal à une valeur en particulier, OK? 0,0. OK? Donc, à ce moment-là, je sais que mon point est à l'origine. Je peux aussi ignorer une des valeurs. OK? Donc, ce que ça fait ici, c'est que n'importe quelle valeur de x et que y est égal à 0, donc sur l'axe des x. Donc, par exemple, si je mets ici 0, okay? Donc, on voit ici que mon point est sur l'axe des x. Donc, ce que ça fait, c'est que le underscore ou le trait de soulignement
ignore la première valeur de ce cas-là, mais que la deuxième valeur de mon tuple est égale à 0 sur l'axe des x. Même principe, si je décide, par exemple, que je mets 0,2, ce que ça fait à ce point-ci, c'est que ça vérifie que est-ce que la première valeur est égale à 0, peu importe la deuxième valeur. Exact. OK? Donc, le point est sur l'axe dy. OK? Par la suite, OK, si je prends un point, par exemple ici, OK, où est-ce que le x est entre moins 2 et 2, et que le y est entre moins 2 et 2. OK, donc je dis que ce point-là est à l'intérieur de la boîte que j'ai créée. Et finalement, si par exemple, je mets un point à l'extérieur, ce point-là serait en haut de ma boîte. Je suis à l'extérieur de ma boîte. OK. Donc, on peut utiliser les switches pour les tuples. Très utile. Ça permet d'écrire du code qui est très facile à lire et ça permet de simplifier beaucoup nos programmes.